Du coup, je passe tout de suite la parole, à monsieur. Donc, Arnaud Philippot, donc, il fait partie du groupe de recherche sur l'activité physique adaptée et la rééducation psychomotrice à Leuven, en Belgique. Merci beaucoup. Je resterai assis finalement à la régie. Je m'étais dit peut-être que je serais debout, mais je serais plus confortable assis finalement. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honoré de pouvoir venir ici en France et à la région Nouvelle-Aquitaine pour venir parler des projets de recherche dans lesquels on a investi et qui font tout à fait lien avec ce qui se passe ici chez vous. J'espère que ça pourra faire sens pour vous également. Alors pour vous parler aussi d'où je viens, je me suis... Oui. Jérôme, pardon. En fait, il n'y a pas le diaporama. Il n'y a pas le diaporama. Voilà. Ah oui. Peut-être si tu veux voilà. revenir en arrière. Si je reviens en arrière, c'était vraiment juste une petite présentation sur... Aujourd'hui, je vous parlais de l'effet protecteur de l'activité physique en santé mentale et surtout, très important, comment on l'implémente en contexte réel. Donc, pour vous parler d'où je suis, et comme ça vous pouvez aussi voir mes potentiels biais, je vous fais un petit parcours. Quand j'étais adolescent, dans des aventures tumultueuses, j'ai trouvé des appuis dans le basket, dans un club assez petit. Donc j'étais pivot, alors que je ne suis pas très grand, 1m72, mais c'est parce que j'avais cette taille-là quand j'avais 12 ans. Et donc je suis passé ailier, puis meneur. Voilà. Puis j'ai fait mes études de kiné, j'ai fait mon mémoire dans des écoles enfants 9-12 ans, dans lesquels je travaillais avec une neuropsychiatre qui lançait un programme de recherche sur l'activité physique en santé mentale en milieu psychiatrique. Donc j'ai rentré dans une équipe de recherche où j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique pour adolescents, dans lequel j'ai publié une étude randomisée contrôlée, où on voyait que l'activité physique avait vraiment un impact spécifique sur la dépression parmi les traitements existants, donc psychothérapie, médication, avec des éducateurs, des infirmiers, travail artistique. Et donc on voyait vraiment que parmi toutes ces prises en charge, comparé à un groupe contrôle, l'activité physique avait vraiment un effet spécifique. Et donc j'ai travaillé en tant que kinésithérapeute en hôpital psychiatrique pour adolescents durant 8 ans. Donc en parallèle de ça, je faisais ma thèse. Et maintenant, je fais aussi partie de la fondation PNV, qui lutte contre l'exclusion sociale des jeunes, où on fait beaucoup de co-design. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui sont acteurs de pensée de leurs besoins et de comment ils peuvent répondre à leurs besoins. Et nous, du coup, on devient des facilitateurs. Et du coup, ce co-design, je l'ai continué avec la KU Leuven, ça c'est plus au nord de la Belgique, pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique, où on a fait du co-design dans des hôpitaux psychiatriques avec adolescents, pour savoir, en fait, quand vous quittez les milieux hospitaliers, comment on pourrait vous soutenir dans cette démarche d'activité physique. Parce qu'on voit qu'en fait, il y a un gap, ils ont tendance à ne pas participer après les hospitalisations. Et donc du coup, on a créé avec eux Bridges, qui veut dire pont, et comment on fait le pont entre la sortie de l'hôpital et le milieu communautaire où il y a tous les clubs sportifs. J'en ai entendu qu'il y avait 18 000 clubs ici. Génial. Et bien, comment on peut faire le pont entre les services de santé mentale et ces clubs? C'est un peu, et c'était la volonté des jeunes de pouvoir participer via le lien social dans ces clubs-là. Et puis, bon, malheureusement, c'est caché derrière les images, mais ces jeunes nous ont demandé de former les coachs sportifs. Et du coup, on donne maintenant des formations des coachs sportifs sur l'approche informée par le trauma. Donc c'est comment on peut accueillir au mieux des jeunes qui ont des challenges. Et donc du coup, avec tout ça, ça amène à des présentations. La semaine passée, j'étais au Chili pour présenter notamment ce projet-là. Et puis maintenant, je suis avec vous et encore une fois, honoré. Et donc, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de l'activité physique comme un facteur de protection pour la santé mentale. Mais je vais aller assez vite. Parce que finalement, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez sans doute déjà un bagage là-dedans et vous avez sans doute une bonne connaissance des évidences. Et comme on l'a déjà dit aujourd'hui, les évidences sur que l'activité physique est un facteur de protection, c'est établi. Maintenant, le challenge, c'est vraiment comment on fait pour que les jeunes puissent y participer. Et on l'a bien vu, on l'a bien entendu, que tous les jeunes n'y participent pas. Rapidement, je vais aller sur le mécanisme en jeu, et puis après, rentrer dans le vif du sujet avec « oui, mais comment ?» en parlant du fit, donc au niveau de la fréquence, l'intensité, le timing et le type, et puis parler de ces adolescents qui sont un public plus difficilement atteignable et proposer quelques pistes de réflexion là-dessus. Alors si vous êtes parti si vous êtes d'accord avec ce programme, eh bien c'est parti. Alors ici il y a
vraiment une grosse étude qui a suivi 267 000 personnes pendant au moins un an sur leur pratique d'activité physique et qui regardait en fonction de ceux qui sont considérés comme inactifs et actifs. Donc actifs, c'est ceux qui suivent les recommandations de l'OMS, donc de 60 minutes d'activité physique par jour chez modéré à intense chez les moins de 18 ans, et plus de 18 ans, 150 minutes d'activité physique modérée et intense par semaine. Donc c'est ce que le collègue tout à l'heure nous disait, par 30 minutes par jour. Et on remarque que ceux qui sont actifs ont 20% de chances de souffrir de dépression. Et ça vaut chez les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Donc en fait, c'est le cas chez tout le monde, et on peut commencer à n'importe quel moment, on peut remarquer ces effets-là. Pour l'anxiété, auprès aussi une méta-analyse qui regroupe 14 études auprès de 76 000 personnes, eh bien, on observe aussi le même effet protecteur, tant chez les enfants, les adultes que les personnes âgées, et il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour commencer. L'OMS, c'est vraiment très très clair, je ne vais pas rentrer davantage, mais sur les évidences que l'activité physique, tant dans la prévention que le traitement, est efficace pour la dépression et l'anxiété, mais davantage et pour la prévention pour la démence. Alors on a pas mal parlé du comportement sédentaire, je voulais apporter des informations en plus. C'est important de pouvoir distinguer deux types de comportements sédentaires. Il y a le comportement sédentaire où en fait on travaille, donc comme vous, ici vous êtes sédentaire, c'est vrai que vous êtes assis, mais j'imagine, enfin en tout cas de ce que je vois dans le public, pour le moment, la majorité sont encore actifs, et donc du coup ça c'est plutôt bon pour votre santé mentale. Mais par contre, si vous êtes plutôt sur les écrans ou plutôt passif, ça dépend de ce que vous faites sur les écrans, alors là il y a davantage un facteur de risque au niveau de la dépression. Et ça c'est très chouette parce que c'est des études qui, la première sur 13 ans et l'autre sur 5 ans. Ici, c'est une autre étude qui a été faite en Angleterre auprès de 2000 jeunes. Alors, très intéressant aussi, ils ont suivi des jeunes durant plusieurs moments de leur vie. Alors, je vais voir si je peux mettre un petit laser. Comme ça, je peux expliquer un petit peu. OK. Vous voyez, super. Donc, ici, dans l'axe des ordonnées, c'est le nombre de minutes d'activité physique qu'ils font par jour. Et dans l'axe des abscisses, c'est leur âge. Et il y a des données qui ont été prises à l'âge de 12 ans, à 14 ans et à 16 ans. Et puis on a réévalué leur santé mentale à 18 ans. Et donc c'est un groupe de 2000 jeunes qu'on a suivis comme ça. Enfin, que je dis qu'on a suivi, c'est qu'un groupe de recherche en Angleterre a suivi, c'est pas moi qui ai fait ça. Et ce qu'on observe, c'est que l'activité physique modérée et vigoureuse reste plus ou moins stable. Elle tend à diminuer chez ceux qui sont particulièrement sédentaire dès l'âge de 12 ans, mais de façon générale, dans le groupe, elle reste relativement stable. Et ce qu'on observe avec l'âge, c'est que c'est le comportement sédentaire qui augmente. Et au niveau de l'activité physique, c'est plutôt l'activité physique d'intensité légère. Donc c'est plutôt la marche, type la marche, qui tend fortement à diminuer avec l'âge. Et qu'est-ce que quand l'étude compare leur comportement avec des échelles de santé mentale, ce qu'ils observent, c'est qu'une heure de comportement sédentaire en plus correspond à 9 à 11% de chances supplémentaires de développer des symptômes dépressifs à 18 ans. Alors qu'une heure d'activité physique d'intensité légère, donc on parle de marche, est associée à 8 à 11% de score de dépression en moins. Ce qui est plutôt encourageant, parce que la marche, c'est relativement accessible. Pour ceux qui sont venus en marchant ici, je vous félicite. Ici, j'ai pris une diapositive pour faire écho avec ce qui a été dit précédemment, qui vient de l'ONAPS, où ils ont aussi regardé les différents temps d'activité physique et de sédentarité par rapport à l'OMS, les critères qui ont été définis. Ici, on a les 6 ans, 10 ans, 15 ans. Ici, c'est pas très clair. Ici, à mon avis, c'est plus les adultes, 40, 55 ans, 74 ans, par rapport aux jeunes, qui est le public qui nous intéresse aujourd'hui. 73-72% des jeunes en France sont considérés comme inactifs. Donc, inactif, c'est moins de 300 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine. C'est des conclusions qui sont aussi confirmées par le Lancet, qui a évalué ça auprès de 1 600 000 participants à travers le monde. La France est plutôt bien classée,
avec 73% de personnes qui ne respectent pas les recommandations. Parfois, ça monte à 85%. Mais malgré tout, ça reste beaucoup. Mais je veux mettre cette question un peu en balance, juste après, vous allez voir, parce que est-ce que c'est nécessaire de faire 300 minutes d'activité physique modérée et intense? Donc ici, je vais vous parler des mécanismes. Donc qu'est-ce qui fait que l'activité physique pourrait avoir un impact positif au niveau de la santé mentale? Et aujourd'hui, je n'avais pas très envie de trop m'étaler là-dessus, parce que au fur et à mesure des recherches que je peux lire, et alors je parle en tant que clinicien aussi dans les jeunes avec qui je travaille, en fait, on peut lire de tout, l'estime de soi, l'image corporelle, on peut aller vers le fait de se sentir plus compétent, le fait de se sentir plus fort, enfin des dimensions psychosociales très larges, et c'est avéré, mais en fait, ça va être très dépendant de chacun. Donc il y en a qui vont être très sensibles à certaines valeurs, et puis d'autres un peu moins. Et donc je pense que ce qui est très important, c'est que l'activité physique peut avoir énormément de bénéfices au niveau des valeurs psychosociales, mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est très propre à la personne. Donc ce qui va faire que pour madame qui est dans le fond de la salle ou monsieur qui est proche de moi ici un peu plus près, ça va être très différent de pourquoi ils font de l'activité physique et de pourquoi ils vont l'aimer et de pourquoi ce sera des facteurs psychosociaux pour eux. Donc qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Posons la question aux personnes qui nous entourent. Au niveau neurobiologique, il y a pas mal d'évidence dessus aussi, tant au niveau inflammatoire qu'au niveau épigénétique, donc la façon dont nos gènes peuvent se répliquer en nous. Ça, c'est très l'activité physique a beaucoup d'influence là-dessus, notamment aussi au niveau plastique. Donc, par rapport à notre cerveau, l'activité physique, on peut le voir comme un fertilisant. Vraiment quelque chose qui vient nourrir la façon dont notre cerveau va se construire. Et ça, grâce à un facteur, et il y en a d'autres, le BDNF, qui chez les jeunes, pourrait être bénéfique, notamment chez les jeunes qui vont moins bien, où on voit que certaines parties du cerveau, comme l'hippocampe, mais aussi le cortex singulaire antérieur, qui sont liées dans la pathogénèse de la dépression, peuvent être davantage atteints, et que l'activité physique pourrait aider à retrouver une meilleure activation de ces parties-là. Donc, les mécanismes de l'activité physique pour la santé mentale, on peut l'expliquer de pas mal de façons différentes, finalement. On peut regarder un côté plutôt neurobiologique, on peut regarder un côté plutôt psychosocial. Et un autre mécanisme qui est aussi en jeu, c'est au niveau de la santé physique. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi également. C'est en fait quelqu'un qui va avoir davantage de problèmes physiques aura plus de chances de souffrir de santé mentale. Et donc quelqu'un qui a plus de mal à monter ses marches, qui va souffrir de diabète de type 2 ou qui a des risques cardiovasculaires, eh bien, aura plus tendance à développer des symptômes dépressifs. S'il développe davantage de symptômes dépressifs, on sait par des contextes plus neurobiologiques, mais aussi plus des facteurs environnementaux, mais il risque de développer davantage de troubles physiques. Et donc c'est un peu le cercle vicieux. Et donc pourquoi je dis ça? C'est que l'activité physique peut aussi améliorer la santé physique. Et si elle améliore la santé physique, elle peut du coup améliorer la santé psychique. Et pourquoi c'est important de penser comme ça? Bien, chez des adolescents, alors, je vais vous parler plus de parfois mon public un peu plus phare dans lequel je travaille, des adolescents qui sont gravement déprimés et qui sont déscolarisés et un peu en marge. Eh bien, c'est un public où on va retrouver parfois déjà de l'astérosclérose précoce. Donc c'est le fait que pour aller assez vite, c'est du cholestérol qui va se mettre dans les vaisseaux et qui va fermer petit à petit cette lumière des vaisseaux et qui plus tard peut donner des maladies de cœur ou même des AVC. Et donc ça peut déjà commencer à l'adolescence et se retrouver chez un public parfois qui est plus chronique avec des AVC un peu plus jeunes, à 40-50 ans. Et donc du coup, chez des adultes, si un adolescent qui va moins bien, ça perdure à l'âge adulte, eh bien, il a 33%, je vais donner quelques chiffres, 33% de chances de risque de développer un trouble métabolique,
78% de chances de développer des maladies cardiovasculaires et 85% de chances de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Voilà, tout ça, c'est des arguments que je vous donne pour aussi penser santé psychique et physique. Mais il y a une étude assez encourageante, je trouve. C'est une étude qui a été faite aussi chez nos amis anglais, qui a été faite en 2015 et puis après répétée en 2025. Donc, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment des données actuelles. Alors, comment on peut comprendre ce graphique-là? Ils ont étudié des personnes avec différents types de poids, donc des poids normaux, enfin dits normaux, hein, on s'entend, en surpoids, donc au-delà de 25 du BMI, et obèses au-dessus de 30 du BMI. Et ils ont regardé, je crois que c'était une population de 20 000 personnes, la période, je ne sais plus exactement, mais combien de personnes mourraient dans le temps, dans cette période donnée. Et ils regardaient du coup qui avait le plus de chances de décéder de toute cause de maladie confondue. Dans l'axe des ordonnées, c'est le pourcentage de chances que vous avez de décéder. Et chez le poids normal des gens qui étaient en bonne condition physique, ça c'est le point de comparaison, donc c'est 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus de chances, puisque c'est le point de comparaison. Et quand on regarde les personnes qui avaient un poids normal, mais qui n'avaient pas une bonne forme physique, eh bien, ils avaient 2 fois plus de chances de mourir de toutes sortes de maladies. Quand on regardait ceux qui étaient en surpoids et en bonne condition physique, eh bien, ils étaient relativement proches de ceux qui avaient un poids normal et en bonne condition physique. Et ceux qui étaient en surpoids et en mauvaise condition physique, eh bien, étaient assez proches de ceux qui étaient avec un poids normal. Et quand on regarde au niveau de ceux qui étaient obèses, donc au-dessus d'un BMI de 30, eh bien, ceux qui avaient et qui étaient en moins bonne condition physique, eh bien, étaient assez proches de ceux qui avaient un poids normal et qui n'avaient pas une bonne condition physique. Donc, quoi dire par ça? C'est que même si on a des facteurs de risque, même si peut-être qu'on n'a pas toutes on a quelques morbidités, en fait, si on parvient à améliorer notre condition physique, eh bien, on parvient à améliorer notre risque de mortalité et aussi, du coup, notre qualité de vie. Donc, je trouvais quelque chose de ça relativement encourageant. Et ici, c'est un petit résumé de ce que je viens de dire. Moi, j'aime bien dire que l'activité physique, c'est un espace de jeu. Un espace de jeu où, en fait, on a besoin de s'amuser, mais c'est aussi un espace de jeu où on peut mettre les difficultés en jeu. Les difficultés des jeunes en jeu avec les autres, avec soi-même, avec le cadre. C'est aussi un média relationnel. L'activité physique, c'est un prétexte aussi parfois pour juste rentrer en relation avec les jeunes, pour leur créer un cadre dans lequel ils peuvent créer des connexions entre eux. Et puis c'est un facteur neurobiologique, voilà, pour peut-être ceux qui sont plus sensibles aussi à ces données-là. Alors, il est 35 et nous avions jusqu'à 50. Ok, très bien, très bien. Alors, là, je vous ai parlé des évidences et des mécanismes. Et d'accord, mais comment quel type d'activité physique serait le plus bénéfique pour la santé mentale? Au niveau de la fréquence et du timing, donc c'est combien de fois par semaine et la durée, il y a les recommandations dont on a parlé, mais il y a aussi d'autres études qui sont intéressées de savoir est-ce que ces recommandations, elles sont si pertinentes que ça, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin? Et là, c'est 33 000 personnes qui ont été suivies pendant environ 11 ans. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, je vous ai donné quelques graphiques aujourd'hui, voilà, j'espère que ce n'est pas trop, j'essaye de les expliquer au maximum. Donc, nous avons ici un graphique où on a suivi 33 000 personnes sur 11 ans, et ils avaient différents types ils pratiquaient différentes heures d'activité physique. Il y en a qui n'en pratiquaient pas du tout. Il y en a qui en pratiquaient 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et plus de 4 heures. Encore une fois, comme tout à l'heure, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de chances. Et une fois qu'on monte, on a un peu plus de chances de développer des risques, de développer des symptômes dépressifs. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est que chez les personnes qui ne faisaient pas d'activité physique, eh bien, ils avaient 44% de chances de plus de développer des symptômes dépressifs.
Mais quand ils sont à 1 ou à 2 heures d'activité physique, eh bien, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont pas plus de chances de développer des symptômes dépressifs que ceux qui en font 3, 4 ou plus de 4 heures. Et donc déjà, avec 1 à 2 heures d'activité physique par semaine, on a déjà des facteurs de protection au niveau de la dépression. Donc ça met un peu en balance ce que je vous disais sur les 300 minutes d'activité physique modérée et intense. C'est plus encourageant, c'est plus accessible. Et ici, ils n'ont pas su déterminer quel type d'activité physique était plus bénéfique. Et ça corrobore avec une étude que, là, je ne vais peut-être pas tout vous décrire, mais en gros, ils ont testé toutes sortes d'activités physiques différentes. Ils ne sont pas parvenus à démontrer s'il y en avait une qui marchait mieux que de la marche, que de la danse, que du yoga, que de l'activité physique aérobique, dans une étude qui regroupe 218 études avec 14 000 participants. Et l'intensité dans tout ça, donc plutôt légère, modérée ou intense. Là, il y a des données qui sont assez chouettes. Où on a comparé l'activité physique légère, donc ça c'est plutôt donc, le fait de marcher, ou vigoureuse, qui est le fait plutôt de courir. Et on a observé, ce que vous voyez en mauve, cette jolie vague ici, eh bien c'est la taille de l'effet. Donc ça veut dire à quel point il y a un impact sur la réduction des symptômes dépressifs. Eh bien, ce qu'on voit, là c'est vraiment la moyenne, hein, ça c'est la ligne mauve ici que vous voyez là, mais cette moyenne, eh bien, on peut la voir aussi en écart type, donc voir comment elle évolue en fonction des participants. En fait, elle est assez large ici. Ici, c'est considéré comme un petit effet, et là, c'est considéré comme un grand effet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que déjà avec de la marche qu'on peut faire de façon légère, eh bien, on peut avoir une taille d'effet plutôt petite ou plutôt large. On peut avoir des effets qui sont déjà grands au niveau de la réduction des symptômes dépressifs. Et quand on va dans un exercice qui est plutôt vigoureux, donc une intensité où on a du mal où on respire davantage, c'est difficile de maintenir une conversation, mais on peut vraiment avoir des effets beaucoup plus larges, mais on peut aussi dépasser ce qu'on appelle cette ligne d'une différence clinique, où en fait à un moment peut-être qu'on n'a plus d'effet. Donc c'est aussi intéressant de savoir que, ok, en fait l'intensité a son importance, mais pas que. Peut-être que la réponse n'est pas que dans l'intensité, n'est pas que dans la durée, et pourtant ce sont les recommandations de l'OMS également. Alors ça ne veut pas dire que les recommandations de l'OMS, il faut les mettre de côté, hein, c'est pas ça que je dis, et je ne suis pas le seul à mettre de la nuance, hein, des grands groupes d'experts autour de l'activité physique et de la santé mentale mettent de la nuance, c'est une direction, mais soyons bien conscients que ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas ça que ça veut dire que ça ne va pas, et donc allons voir un peu plus loin. Très bien. Et un peu plus loin, eh bien, c'est avec un modèle que j'ai utilisé pas mal dans les recherches ici récemment. C'est ce qu'on appelle la roue du changement du comportement. Là, vous me dites, oulala, avec quoi il vient. Eh bien, en fait, ça montre que pour quelqu'un qui veut changer de comportement, eh bien, donc quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique et qui aimerait faire de l'activité physique, eh bien, c'est lié à plein de contextes différents. Et cette roue du changement du comportement nous éclaire un petit peu. Parce qu'au centre, la première roue que vous pouvez voir, eh bien, c'est lié aux besoins. La personne, pour changer de comportement, elle a des besoins au niveau de sa capacité physique et psychologique. Elle a aussi besoin d'opportunités sociales et physiques. Et elle a aussi besoin d'une motivation automatique et réflexive. Donc ça, c'est propre à la personne. Mais en fait, si on regarde que centré sur la personne, eh bien, on n'a pas du tout toute la réponse. Parce qu'en fait, ça va dépendre aussi de quelles ressources elle trouve autour d'elle. Donc, quel type d'intervention on peut mettre en place. Il y a de l'éducation. Il y a le fait de pouvoir engager la personne dans un processus. Alors, il y a des coercitions, donc plutôt contraindre, hein, plutôt empêcher certaines personnes d'aller vers d'autres comportements, bon, parfois un petit peu moins efficaces. La formation, comment on forme nos acteurs et actrices. Le modeling, comment on se sert des jeunes eux-mêmes pour promouvoir l'activité physique. Comment on restructure notre environnement. Et puis après, il y a toutes les politiques. Et donc, je remercie bien sûr les politiques d'être là, car 4 milliards d'euros investis dans les compétences psychosociales,
Ça aide, donc je vous félicite pour ça aussi. 4 millions. Ah oui, 4... C'est super si c'était 4 milliards. Mais bon, Eh bien, ils sont riches, la RS nous récupère. j'ai entendu qu'on pensait aller plus loin. Hein? De 4 millions à 4 milliards, il n'y a que 2 chiffres. Désolé. Mais donc, je vous félicite malgré tout pour financer ça. Mais parce que ouais, là, tout ce qu'il y a autour, donc les mesures fiscales, la régulation, la législation, la capacité de pouvoir communiquer autour de tout ça, donc aujourd'hui, eh bien, c'est lié à des vecteurs politiques. Et donc, pour que quelqu'un passe d'un côté inactif à un côté actif, eh bien, il y a plusieurs niveaux à prendre en compte. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes et je vous propose de voir votre voisin-voisine à côté et de pouvoir échanger sur ce que vous avez entendu là récemment et de voir s'il y a des réflexions que vous dites, tiens, ça je trouve ça intéressant, ça je trouve ça un peu moins intéressant, je ne suis pas trop d'accord. Donc je voulais juste 2 minutes de pause pour discuter avec vos voisins sur la présentation. Je lance mon chrono. C'est parti. Il y a un monsieur qui s'est mis à couper. Très bonne technique d'animation. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que tu pourrais venir plus souvent. 4 millions, si on pouvait passer à 4 milliards. C'est la même chose que le design. Très intense. Bonjour. Chercher les jeunes. Est-ce que c'est possible de baisser un peu l'intensité de l'animation? Alors, posez la question si ça vous embête pas. Voilà, parce que je ne vais pas savoir y répondre. Merci beaucoup. C'est bon. On leur demande de faire ce qu'ils veulent, qui leur serait utile. Comment ça, toujours les mettre dans une autre situation. Nous, on a fait ça avec Canopé, moment où j'étais prêté. Oui, c'est comment on est engagé dedans, ça change tout. Ça fait 1 minute, il reste encore 1 minute. Bon, mais très bien. Je me dis petite pause parce que comme le concept, c'est juste pour les laisser digérer un petit peu. Ouais, il faudrait vraiment que tu fasses du sang. Il parle avec des En fait, on avait imaginé ce truc-là. Moi, je suis en train de suivre des questions. Il y a une bonne pub en ce moment au cinéma là. Il n'y a rien de pire que de dire au moment où on n'a pas de ça passe, il faut réfléchir pour aller vers des questions. En fait, c'est tellement Oui. J'ai bien vu que c'était compliqué. Et comme j'aime bien cette manière de faire aussi, 4 milliards. pour l'avoir testé aussi. 4 milliards, J'ai c'est retenu bon. qu'il fallait que les 4 milliards, c'est bon. 4 milliards. Je n'ai retenu que ça. Et il les partage avec les régions et la dragée. Moi, je dis que. Il reste La 10 rigueur, secondes. c'est la rigueur budgétaire qui nous attend. Ils sont en train de couper partout dans les postes. Ok, très bien. Merci à toutes et tous. Je reprends tout doucement l'attention. C'est que ce n'est pas forcément évident, que vous êtes sans doute dans des conversations très intéressantes. J'ai lancé un débat. Je sais que c'est compliqué de se détacher. Voilà. Là, je demanderai... Et là, je ne vois plus que des hommes qui parlent. S'il vous plaît, les hommes. Voilà. Et ça marche. On est d'accord? Ok, très bien. Eh bien, merci. Si j'avais plus de temps, je vous demanderais de pouvoir me partager ici le fruit de vos réflexions ici, parce que je suis bien sûr très intéressé de savoir qu'est-ce qui anime ici. Mais n'hésitez surtout pas à venir me voir après. Moi, je suis très intéressé de savoir comment ça peut faire écho dans les pratiques aussi. Ce soir, je suis à Bordeaux. Demain aussi, j'ai mon train à 15h, donc n'hésitez pas. Ok, très bien. Alors j'arrête de faire des blagues parce que ça vous distrait. J'aimerais parler d'un sujet qui est très important. C'est le co-design. Le co-design, c'est quoi? C'est laisser la place aux personnes qui sont utilisateurs, utilisatrices de nos interventions, du pouvoir décisionnel. Donc, je fais du co-design en fondation et aussi en recherche. L'idée, c'est que
la plupart du temps, les interventions sont pensées pour les jeunes, mais pas par les jeunes. Et donc, comment on crée de la durabilité dans nos approches si en fait si les interventions sont pensées par des personnes qui n'ont plus leur âge. Voilà. Même si je pense qu'on a beaucoup de compétences, mais peut-être qu'on peut davantage les partager avec les personnes qui le vivent. Et quand on demandait, donc si je retourne en arrière, hein, je vous parlais de cette première roue qui est les besoins, eh bien, qu'est-ce que les jeunes dans l'hôpital dans lequel je travaille nous disaient? Eh bien, la première barrière, donc ça c'est le top 10, la première barrière c'est le challenge de la santé mentale. Donc c'est le fait de se sentir triste, d'avoir du mal à démarrer quelque chose, le fait d'avoir moins envie, de se sentir peu motivé. Eh bien, et c'est ça le paradoxe, eh bien, c'est que la première barrière, c'est leur difficulté psychique. C'est ça la première barrière qui fait que je peux me mettre en mouvement ou pas. Puis après, et ça on en a beaucoup parlé, et je pense que l'IQ en parlera notamment sur l'image du corps, qui est vraiment un trigger au niveau des adolescents, et qui leur traverse, et encore un peu plus quand ils vont moins bien. La peur du jugement, l'exclusion sociale quand ils participent à des activités physiques dans des organismes traditionnels, la violence basée sur le genre. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait d'avoir des commentaires plutôt sexistes, qu'on va plutôt avoir sur certains types de genres que d'autres, ou alors des stéréotypes de genre qui vont plus inviter certains genres à pratiquer une activité physique et en exclure d'autres, même si ce n'est pas volontaire, mais que c'est dans les pensées. Ça, c'est ce que les jeunes nous ont rapporté. Et aussi un coaching inadéquat, un coaching davantage sur des pressions non nécessaires, avec un focus sur la performance plutôt que sur le bien-être. Et donc, on a créé Bridges, qui est faire le pont. Alors, pour ceux qui connaissent Bruxelles, il y a un peu tous les monuments de Bruxelles ici, vous pouvez voir. Et donc, quand on a un jeune qui sort de l'hôpital, il peut venir avec une personne de confiance. Ça, c'est très important. Rencontrer quelqu'un de nouveau avec quelqu'un qu'on connaît. Alors, il rencontre un kinésithérapeute qui peut lui expliquer le projet pendant 1 ou 2 séances, et la personne a le choix, le jeune a le choix, durant la séance ou après, de participer ou non. Il a engagé du coup dans ce qu'on appelle du Physical Activity Counseling, donc c'est l'entretien motivationnel basé sur la théorie de l'autodétermination et l'approche centrée sur le patient, où on va faire écho avec lui sur des initiatives communautaires. Alors si je ne me suis pas trompé dans le chiffre, 18 000 clubs, c'est ça? Ok, cette fois c'est bon. Du coup, 18 000 clubs, c'est autant d'initiatives et d'opportunités existantes pour des jeunes qui vont moins bien. Mais les jeunes nous ont dit, malheureusement, parfois, je ne me sens pas toujours accueilli. Et si on a un coach qui est davantage formé dans les questions de santé mentale, eh bien, ce serait plus pertinent pour moi de pouvoir y participer. Parce qu'il sentirait qu'on répond un peu mieux à ces difficultés. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé des formations pour des coachs sportifs à Bruxelles sur l'approche informée par le trauma. Et je vais aller un petit peu plus vite pour vous parler de cette approche-là. Je fais juste un mini détour. Ici, j'aime bien cette image parce que c'est comme un oiseau, qui pourrait être un jeune, mais si l'oiseau voit sa forêt brûler, si on lui dit, en fait, prends soin de ta santé mentale parce qu'en fait, tu es en crise, actuellement, tu vis une crise, ça se voit que tu vas pas bien, tu es plein d'anxiété, ta forêt brûle, et qu'on dit, fais du sport, est-ce que ça va marcher? Donc l'activité physique, c'est bien, mais il faudra d'abord que cet oiseau se sente dans un contexte suffisamment confortable et sécurisant pour pouvoir accueillir l'activité physique. Donc c'est pour ça que l'activité physique, c'est important, mais ça ne se fait pas seul et ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition non plus. Je vous invite à parcourir le stade du changement du comportement qui explique vraiment très bien aussi quand on est inactif ou actif, on passe par différents stades et on ne s'adresse pas aux personnes de la même façon quand on n'a jamais fait d'activité physique ou ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, avec quelqu'un qui en a déjà fait. Et donc, prendre conscience qu'il y a différents stades dans lesquels on passe, c'est aussi adapter sa communication. Je vous invite vraiment à aller à fond dans l'entretien motivationnel. Ce serait vraiment top. Et je vais finir ma présentation sur la fenêtre de tolérance. Quand on a des jeunes qui vont un peu moins bien, eh bien, ils peuvent réagir parfois de façon un peu différente.
quand on est dans une activité physique, peuvent parfois être un peu plus actifs, se mettre sur le côté, être un peu plus nerveux. S'ils sont dans une situation d'inconfort, donc avec des nouveaux stimuli, ils peuvent se situer ici, mais ils peuvent aussi parfois se situer, plutôt se détacher, avoir peu d'intérêt, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Et en fait, c'est des jeunes qui sont en train de, parfois, qui sont dans des sensibilités qui les amènent à être en hyperactivation ou en hypoactivation. Et nous, en tant qu'intervenants, on peut essayer de les mettre dans un cadre le plus confort possible pour, en fait, qu'ils aient une capacité d'analyse, une capacité de flexibilité. Et donc, pouvoir être des observateurs, observatrices avec curiosité bienveillante. Quand vous voyez qu'un jeune dans une activité physique va moins bien, ou qu'il y a quelque chose qui est bizarre, aller vers lui et lui demander qu'est-ce qui se passe plutôt que qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Vous voyez que l'approche est totalement différente et on a beaucoup plus dans une approche de dialogue. Alors, si vous êtes intéressé par aller un peu plus loin là-dedans, je vous invite à me réinviter sur l'approche informée par le trauma. Et je finirai ma présentation avec l'activité physique, un facteur de protection pour la santé mentale et physique. Quelles recommandations ? Eh bien, ce que la littérature dit aujourd'hui, c'est aussi souvent que vous pensez pouvoir le faire. Qu'est-ce qui te donne envie ? La question de la motivation. Allez vers le co-design pour penser vos interventions. Pensez le cadre avec et pas pour les jeunes. Soyez observateurs, observatrices curieux et bienveillantes. Et est-ce que les adolescents et les jeunes, c'est un public qui est difficilement accessible ou est-ce que c'est notre cadre qui est difficilement atteignable ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Philippot. Alors, je vous propose, il est 53, je vais adresser, si vous en êtes d'accord, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, hein, toujours sur le QR code qui vous a été confié sur les programmes, de poser des questions. Alors, pardon. Et donc, je vais adresser donc d'abord une première question à Monsieur Robin. Donc la question qui a été posée, avez-vous pu établir une corrélation entre le bien-être de l'adolescence, jeune adulte, avec le nombre et la qualité des relations sociales? Et n'est-ce pas trop réducteur de prendre uniquement le temps d'activité physique? Donc je vous passe la parole, Monsieur Robin ou Arnaud? Non, mais je vais répondre. Enfin, je vais essayer de répondre. Question compliquée. On n'a pas encore étudié les liens entre le bien-être et les relations sociales. D'autres enquêtes ont montré qu'effectivement, il y avait un lien affirmé. Ce qu'on peut voir dans notre étude, c'est que effectivement, chez les filles notamment, on voit que le fait de faire du sport encadré, en tout cas, les filles qui avaient une activité sportive en club avaient des indicateurs de santé mentale plus favorables. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'on retrouve dans ces clubs plus de relations sociales? On a vu également qu'une des motivations majeures, c'était effectivement d'avoir des relations sociales, donc de retrouver des amis, la convivialité, etc. Voilà, c'est une piste. Mais voilà, j'ai pas d'autres éléments sur cette question-là. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Alors, je vais profiter qu'on soit sur Poitiers pour compléter. Peut-être, il y a eu d'autres questions oui, aussi sur pardon. l'aspect méthodologique, mais Oui. je vous laisserai compléter. Mais est-ce que la différence garçon-fille pourrait être aussi s'expliquer par des postures, des représentations à l'égard de son bien-être ou de son mal-être et aussi de ses pratiques qui seraient différentes, qui seraient genrées et que vous retrouvez sur d'autres indicateurs de santé? Oui, en tout cas, ces résultats-là sont constants, les différences entre filles et garçons. Au niveau européen, dans toutes les enquêtes, en tout cas, on voit des grosses différences de ressenti exprimées. On sait que voilà, on a une santé mentale, on va dire, un peu dégradée chez les filles par rapport aux garçons. Et ça se retrouve depuis très longtemps dans les enquêtes et un peu partout, en tout cas en Europe. On sait que les garçons ont plus souvent des comportements qu'on dit à risque, donc au niveau des violences, au niveau des consommations.
par rapport aux filles. Donc voilà, c'est des distinctions aussi qu'on a qui sont très genrées. Et puis je voulais revenir sur la première question par rapport à est-ce que c'est suffisant d'aller regarder juste sur l'activité physique et les niveaux d'activité physique. Je pense sûrement pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de voir aussi par rapport à l'activité sportive et à l'activité sportive en club. Donc on voit là des différences un peu plus marquées. Voilà. Après, on a regardé aussi au niveau des temps consacrés à l'activité sportive, on voit aussi quelques effets. Bon, voilà. Peut-être que M. Philippot aurait plus d'éléments et a déjà produit des éléments sur ces questions-là. Merci Stéphane. On va vite le savoir parce qu'on va lui redonner la parole. Je vais relayer donc un questionnement sur le fichier en ligne. Voilà, joli. Vous soulignez l'importance de proposer, M. Philippot, un environnement accueillant et sécurisant. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par là? Cela renvoie-t-il à la mise en place de parcours spécifiques et comment éviter dans ce cadre tout risque de stigmatisation des publics concernés? Merci beaucoup pour la question. Il y a deux questions. Donc il y a au niveau de la sécurité. C'était la sécurité et quoi? Il y avait un autre élément? Accueillant et sécurisant. C'est ça. En fait, j'invite vraiment la personne qui a posé la question à aller chercher dans l'approche informée par le trauma, qui a 6 principes de base pour créer une séance, pour créer une intervention. Et de plus en plus, dans la littérature, on utilise l'activité physique informée par le trauma. Et un des premiers principes, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle est physique et psychologique. Et donc, c'est en fait, quand on rentre dans un lieu, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir physiquement en sécurité? Le fait qu'on puisse se changer, le fait qu'il y ait des toilettes, le fait qu'il n'y ait pas trop de bruit, le fait que psychologiquement qu'il y ait une charte contre, par exemple, la violence. On a défini c'était quoi la violence. On sait dans notre club sportif, par exemple, qu'est-ce que la violence et qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la violence. Et donc ça, c'est une façon sécuritaire de le penser. Et ça, c'est en fait à chacun. Et moi, j'invite tous les intervenants à penser ça avec leurs jeunes. C'est quoi la sécurité? Et donc, il y a différents principes. Il y a la sécurité, il y a aussi la fiabilité, la cohérence, la cohésion avec les pairs, le lien entre le coach et les jeunes. Et il y a aussi être conscient des problèmes culturels, de genre et d'histoire aussi, qui permettent une meilleure inclusion ou pas, et comment on inclut la voix des jeunes. Merci beaucoup. Peut-être une autre question. Donc il y a beaucoup de questions. Donc je suis désolée, on va être dans la frustration parce qu'on ne pourra pas poser toutes les questions si on ne veut pas trop grignoter sur la pause. Mais il y avait une autre question. Selon vous, alors quels sont les leviers de changement au regard des études et de la roue du changement? Eh bien, je vais être super succinct. Actuellement, une des super pistes, c'est le co-design. Voilà. Demandez-le aux jeunes. Ça marche. Et alors peut-être dans les... Ah oui, pardon. Dans les questions, c'était aux autres intervenants à qui vous avez pu participer sur l'ouverture. Alors, le mois du sport sera-t-il développé sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine? Si oui, de quelle façon? Et y aurait-il un thème commun? Et une autre question, vous donnez l'objectif de favoriser l'accès à une pratique en lien avec les acteurs locaux. Les moyens sont donnés au projet probant sur le terrain lycée professionnel, et c'est en s'adressant à chacun, en mobilisant des acteurs locaux. Parfois, ces actions ne rentrent pas dans des critères qui permettent d'obtenir des financements. Est-ce que pouvez-vous nous ouvrir ou que pensez-vous sur l'ouverture de financement et mobiliser des intervenants qui seraient hors appel à projet? Donc peut-être que ça s'adresse à la fois à plusieurs intervenants et peut-être plus spécifiquement, pardon, la première question à Monsieur Béhaga. Alors le mois de septembre devrait être balisé sur les années à venir.
Les échanges entre les différents acteurs sont en cours. Donc la stratégie complète n'est pas arrêtée. Il y a une stratégie de collaboration pour faire en sorte que, vous doutez bien que les lycées étant plutôt raccrochés à la région et les collèges au département, il faut pouvoir agir et au niveau régional et au niveau départemental. Et ça nécessite un peu de concertation avant de pouvoir tout décliner de la même manière sur un ensemble de territoires qui est très différent. On a une zone qui est montagnarde, une zone qui est littorale, on a une zone qui est plutôt à faible population et une zone qui est plutôt très urbaine. Et donc, dans les réflexions qui sont menées actuellement à travers la conférence régionale du sport, c'est de réfléchir autrement sur la pratique pour pouvoir amener des idées qui pourraient être différentes d'un environnement à un autre, parce que l'éloignement au lieu de pratique, dès lors qu'il dépasse 13 minutes, devient un frein. Donc il faut trouver des pratiques qui sont adaptées à des lieux qui sont dépourvus d'installations sportives spécifiques pour pouvoir proposer d'autres types d'activités et un encadrement qui soit adapté. Donc c'est pour ça que je dis il y a 18 000 clubs, c'est bien le bon chiffre, mais il y a aussi d'autres associations qui ne sont pas des associations sportives, qui proposent de l'activité physique. Et peut-être qu'il faudrait aussi s'appuyer sur ces associations-là pour pouvoir développer l'activité pour tout le monde. Pour les jeunes en particulier, la très très grande majorité sont collégiens ou lycéens, mais on en a aussi qui sont étudiants. C'est pas parce qu'ils ont plus de 18 ans qu'on les considère pas comme des jeunes. Et donc il y a une autre entrée qui est celle des universités. Malheureusement, pour la personne qui a posé la question, cela passera soit par les établissements et les collectivités, soit par un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet. Et il faudra respecter le cadre qui nous sera fixé en fonction du budget qui nous sera alloué collectivement. Tout dernier point, je vous invite à consulter le site du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative pour télécharger le guide. Ça peut toujours être utile par rapport aux actions principales à mener.